Bonjour. Les polyèdres se rencontrent un petit peu partout, au niveau microscopique, au niveau macroscopique. Essentiellement, ce sont donc des choses qui sont faites avec des faces planes, plusieurs faces planes. Ces cinq-là ici sont les plus connus, en particulier le cube. C'est les 5 polyèdres de Platon. Ça, c'est quand même plus connu que les polyèdres en général. C'est ce qu'on appelle un ballon de football. C'est pas vraiment un polyèdre parce que les faces sont pas vraiment planes, mais en fait, on peut considérer que c'est un polyèdre dans lequel on a soufflé, disons. Et si on regarde, les faces sont pas toutes identiques. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, en forme d'hexagone, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont faites avec des pentagones, c'est-à-dire seulement 5 côtés. C'est quand même des pentagones réguliers, des hexagones réguliers, mais c'est à se demander si c'est du vice ou si c'est une nécessité. Le fait de ne pas avoir mis que des hexagones, mais d'avoir dispersé un petit peu partout des pentagones à la surface de ce ballon de foot. Est-ce qu'on aurait pu faire sans les pentagones ou est-ce qu'on est coincé? Et donc pour ça, on se ramène à étudier un petit peu les polyèdres qui sont étudiés en fait depuis l'Antiquité grecque. Les Grecs, pour l'essentiel, regardaient les polyèdres en termes de mesures précises. Ils voulaient absolument savoir quelles étaient la longueur d'une arête, les angles entre les faces, les longueurs des arêtes, le nombre de sommets, le nombre de faces, le nombre d'arêtes. Ce n'était pas vraiment ce qui les intéressait le plus, quoi. Il a fallu attendre le XVIIe, XVIIIe siècle pour se dire qu'après tout, les éléments constitutifs, c'est d'abord les faces, les arêtes, les sommets, et qu'on pourrait peut-être voir la différence entre les différents polyèdres, déjà en regardant ce genre d'éléments, disons. Donc c'est ce qu'on a ici pour le cube, l'octaèdre, le tétraèdre, l'icosaèdre, le dodécaèdre. C'est les 5 polyèdres de Platon. En fait, leurs noms viennent, à part pour le cube, qu'ils appelaient l'hexaèdre, leurs noms viennent effectivement du nombre de faces qu'ils ont les uns et les autres. Donc c'est peut-être par là qu'on va commencer cette petite aventure au milieu des polyèdres. Donc on regarde polyèdre par polyèdre pour chacun des 5. Par exemple, le tétraèdre, on compte le nombre de faces, le nombre d'arêtes, le nombre de sommets. 4 faces, c'est comme ça qu'il s'appelle, tétraèdre. Le cube, 6 faces, 12 arêtes, 8 sommets. L'octaèdre, c'est le contraire. C'est toujours 12 arêtes, mais c'est 8 faces et 6 sommets. Le dodécaèdre et l'icosaèdre, c'est pareil, ils ont le même nombre d'arêtes et ils échangent leur nombre de sommets et leur nombre de faces. Donc on voit bien qu'ils vont 2 par 2, avec le tétraèdre qui est un cas un peu particulier, parce que échanger le nombre de faces et le nombre de sommets, ça ne change rien pour lui, quoi. Donc ils vont 2 par 2, et on se contente donc au niveau des Grecs de dire quel est le nombre de faces. Maintenant, si on regarde un petit peu quelques années après, donc, si on regarde un petit peu ces résultats, on constate que régulièrement, le nombre de faces moins le nombre d'arêtes plus le nombre de sommets, ça donne tout le temps le même résultat. C'est-à-dire que ici, 4 plus 4 moins 6, ça fait 2. Même chose ici, si on fait tout le temps la même opération, le nombre de faces moins le nombre d'arêtes plus le nombre de sommets, régulièrement, on va trouver 2 à chaque fois. Donc on a une formule pour les 5 polyèdres de Platon, les 5 polyèdres réguliers de Platon, qui marche pour eux, et éventuellement qui marche que pour eux, ce ne serait pas drôle. Donc à partir du moment où on a remarqué cette formule, on a essayé de voir un petit peu si ça pouvait continuer, si ça pouvait se faire. Alors bon, par exemple, on prend un ballon, un peu comme l'histoire du ballon de foot, on prend un ballon et on regarde sur le ballon à dessiner des traits pour faire la même chose que les arêtes d'un polyèdre. Alors là, c'est vraiment pas régulier du tout. C'est un petit peu n'importe quoi. Et est-ce que ça continue? Est-ce qu'on a toujours la même formule, F moins A plus S égale 2? Alors on pourrait déjà sur celui-là, qui a quand même pas mal de faces, pas mal d'arêtes, pas mal de sommets, on pourrait déjà faire le compte. Mais en fait, c'est peut-être pas nécessaire. Il suffit de regarder comment est-ce qu'on prolonge un dessin de ce type-là. Essentiellement en rajoutant des traits de temps en temps, quoi, où on veut, à partir de sommets. Par exemple, je peux rajouter un trait ici. Donc je vais rajouter une arête. Et comme je n'ai pas été jusqu'à un autre sommet, je suis obligé de rajouter ici un sommet. Si je rajoute une arête et un sommet, quand je rajoute une arête et un sommet, je ne change pas le nombre de faces.
Et j'ai rajouté une arête, j'ai rajouté un sommet, celui que je retranche et celui que j'ajoute. Donc j'ai rajouté et j'ai enlevé. Donc je ne change pas le total de 2. F moins A plus S reste égal à 2. En tout cas, reste le même, disons. Maintenant, si au lieu de m'arrêter ici, si je joins deux sommets, par exemple, si je fais ça ici, alors dans ces conditions, je ne crée pas de nouveau sommet, je crée une nouvelle arête, et j'ai coupé une face en deux ici, donc je me retrouve avec une face de plus. Donc cette fois-ci, j'ai une arête en plus et une face en plus. Bon, ben, j'augmente celui-là, je diminue celui-là de 1. Ça veut dire que je ne change pas le total, F moins A plus S. S'il était à 2, il reste à 2. S'il était à 17, il reste à 17. Alors, en l'occurrence, il suffit donc de regarder d'où on démarre, quelle est la valeur de cette différence, enfin somme et différence, F moins A plus S, sur n'importe quel polyèdre, disons. Eh ben, si on dessine quelque chose là-dessus, tant que j'ai juste dessiné un trait ici, ben j'ai une arête, un sommet, donc une arête, deux sommets et une seule face. Donc une seule face, une seule arête et deux sommets, face, arête, sommet. Les faces et les arêtes se détruisent et il me reste les deux sommets, donc ça fait bien 2. Et puis à partir de là, je peux continuer en rajoutant des choses comme ça. Mais à chaque fois, soit je ferme une face, et donc j'augmente d'un côté, soit je rajoute un sommet pendant, disons, et j'augmente de l'autre côté, mais à chaque fois, c'est en rajoutant des arêtes. Donc finalement, la formule est valable pour tout ce qu'on peut dessiner, disons, sur quelque chose comme ça, qui est un ballon, ou qui ressemble à une sphère, disons. Donc, par exemple, pour le ballon de foot, eh ben, effectivement, c'est quelque chose où on pourrait marquer les arêtes, comme je l'ai fait là. On pourrait marquer les arêtes et on aurait le même type de dessin, sauf que c'est plus régulier que le ballon de Baudruche. Donc lui aussi, il vérifie F moins A plus S égale 2. Alors, est-ce que tous les polyèdres vérifient F moins A plus S égale 2 ? On aimerait bien être capable de démontrer une chose comme ça. Il y a des contre-exemples. Par exemple, quelque chose de ce type-là, qui est fait avec un cube. On va imaginer que le cube extérieur, le grand cube, est plein. Et puis, à l'intérieur, il y a un petit creux qui est fait en forme de cube. Alors, pour que ça tienne ici, on a rajouté 2 segments jaunes, mais ils ne comptent pas dans l'histoire. On imagine que c'est plein et qu'à l'intérieur, il y a un trou en forme de cube. Donc, pour l'essentiel, cette espèce de polyèdre est fait avec un cube et puis un autre cube. Donc, le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets, c'est le nombre de faces d'un cube et de l'autre, le nombre d'arêtes d'un cube et de l'autre, et le nombre de sommets d'un cube et de l'autre. Donc ça veut dire qu'essentiellement, j'ai 2 cubes, les sommets de 2 cubes, les arêtes de 2 cubes et les faces de 2 cubes. Donc ces éléments ici, le 6, le 12 et le 8, vont être multipliés par 2, et le résultat va être donc forcément multiplié par 2 aussi. Donc ça veut dire que pour cette chose-là, la formule n'est pas bonne. Et que donc, l'idée, a priori, c'est de dire que ça, ce n'est pas vraiment un polyèdre, ça ne marche pas. On va l'exclure en tant que polyèdre, on va considérer que c'est un monstre et que ce n'est pas vraiment un polyèdre, même s'il est fabriqué avec des polyèdres, disons. Et donc, l'essentiel des polyèdres auxquels on va avoir affaire, sauf des cas tordus comme ça, va vérifier F moins A plus S égale 2. Donc, si on regarde ce que ça donne, une formule comme ça, F moins A plus S égale 2. Si on regarde ce que ça donne pour les polyèdres réguliers convexes, alors ce sont des polyèdres réguliers et ils sont convexes. Ils sont réguliers, ça veut dire qu'ils sont faits avec des polygones tous réguliers, tous les mêmes. Ici, c'est des carrés tout le temps, des triangles tout le temps, des triangles tout le temps, des triangles tout le temps, des pentagones réguliers tout le temps. Les triangles sont tous équilatéraux, les carrés sont bien des carrés et les pentagones sont bien des pentagones réguliers. Donc le polyèdre est convexe, ça veut dire une deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de creux, ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas une situation de ce type-là, où on a un creux ici, on a un creux ici, on a un creux ici. Le polyèdre, a priori, est tout le temps fait de façon à ce que la somme des angles de chacun des polygones qu'il constitue, en ce sommet-là,
reste tout le temps inférieur à 360 degrés. Ici, on a 90, 90, 90, ça fait 270, c'est moins que 360 degrés. Si on regarde sur un exemple particulier, par exemple ici avec que des triangles, alors si je complète ici, c'est clair qu'avec seulement 3 triangles, je peux faire. Hein. Ensuite, si je complète ici, ben, je me retrouve avec 4 triangles. C'est quelque chose qu'on a aussi ici avec l'octaèdre. C'est quelque chose, ça marche, je peux faire un polyèdre convexe. Si je continue avec 5, il n'y aura pas de problème. C'est le cas de l'icosaèdre. Si je rajoute 6, si j'arrive jusqu'à 6, ben j'ai un petit problème, c'est que c'est plat. Donc ça fait une face ici, mais c'est plus vraiment 6 faces. Et si j'essaye avec 7, alors je vais créer une petite difficulté. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose qui n'est plus convexe, que je ne vais plus réussir à garder d'un seul côté par rapport au sommet. Et ça va créer une espèce de selle de cheval à cet endroit-là. Donc je vais avoir quelque chose qui n'est pas convexe. On s'intéresse dans un premier temps uniquement à des polyèdres convexes réguliers. On va voir si on peut élargir un petit peu la notion de régularité. Mais on s'intéresse uniquement à des polyèdres convexes réguliers. Donc ça veut dire que la somme des angles en un sommet, ici, là, là, un petit peu partout, la somme des angles doit toujours être inférieure à 360 degrés. Donc si on regarde qu'est-ce qu'on peut obtenir comme type de polyèdre dans ces conditions, si on veut qu'il soit polyèdre destiné à la surface d'un ballon, disons, donc qui vérifie la formule f moins a plus s égale 2, c'est une contrainte relativement forte, le fait d'ajouter f moins a plus s égale 2, à la contrainte sur la convexité du nombre de degrés qu'on peut mettre sur un coin ici. C'est clair qu'il me faut au minimum 3 faces pour réussir à faire un coin. Et que ces 3 faces, eh ben, plus le polygone qu'on va utiliser aura un grand nombre de côtés, plus l'angle va se rapprocher de 180 degrés, mais malgré tout, je ne vais pas avoir tellement de possibilités pour mettre ici des faces polygonales en un sommet. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est que d'une part, on n'a pas beaucoup à cause de la convexité, et d'autre part, on est coincé ici par cette formule pour essayer de comprendre quels sont les polyèdres réguliers convexes. Alors, si je regarde, par exemple, si je suppose que je pense qu'on doit pouvoir écrire que les polygones sont des n-gones, c'est-à-dire qu'ils ont n sommets et n arêtes. Alors, si je réussis à en mettre k en chaque sommet, hein, donc par exemple 3 carrés ou 3 triangles ou 4 triangles, des choses comme ça. Si j'ai ces deux hypothèses ici, qu'est-ce que ça me donne comme renseignement sur les faces, les arêtes et les sommets? Les faces, les arêtes et les sommets, ben, une face, elle contient par exemple n sommets. Elle contient n sommets, donc a priori des sommets, je devrais en avoir n fois plus que le nombre de faces. Sauf que en chaque sommet, il y a k faces qui apparaissent. Donc chaque sommet va être compté k fois quand je fais ça. Donc le nombre de sommets, c'est ça. Alors maintenant, le nombre d'arêtes, bah, c'est le même principe. A priori, une face contient n arêtes, il y a grand F faces. Donc le nombre d'arêtes, ça doit être petit n grand F. Sauf que chaque arête appartient à 2 faces, donc il y en a 2 fois moins que ça. Et si on regroupe là-dedans maintenant, F, A et S, ils s'écrivent tous avec F. Et donc ça va me rajouter une contrainte sur le simple fait d'avoir F moins A plus S égale 2. Quoi. Donc j'ai F moins A, c'est-à-dire moins NF sur 2, plus S, c'est-à-dire NF sur K. Ça, c'est égal à 2. Alors, si on essaye de regarder ce que donne pour les différentes valeurs de N et de K, on sait que K doit être supérieur ou égal à 3, que N aussi doit être supérieur ou égal à 3, et on va tâcher de
regarder les différentes valeurs, n égale 3, n égale 4, n égale 5, n égale 6, etc., pour voir ce qu'on peut obtenir comme type de polyèdre. Alors bon, par exemple, si on prend k égale 3, et puis n égale à quoi? Si on essaye n égale 3, tout bêtement, ce que je vais avoir ici, c'est nf sur k, c'est 3f sur 3, donc ça fait f, donc j'ai 2f, et puis moins 3f sur 2, 3 demi de f. Donc là, la formule va me dire que f plus f, qui était celui-là, moins 3 demi de f, donc 2f moins 3 demi de f, 1 demi de f, doit être égal à 2. Donc f est égal à 4. C'est-à-dire que si je veux 3 triangles en chaque sommet, je n'ai pas le choix. Ça ne peut être qu'avec 4 triangles au total, le nombre total de faces, c'est-à-dire le tétraèdre. Et on peut reprendre comme ça les différentes possibilités, toujours avec k égale 3, qu'est-ce qui se passe pour n égale 4, pour n égale 5, pour n égale 6, pour n égale 7, etc. Et on peut essayer comme ça, on va se rendre compte que finalement, il n'y a que 5 polyèdres réguliers convexes qui réussissent à exister à cause de cette formule-là, ici. Ici, on a ce qu'on appelle les polyèdres archimédiens. Ils sont relativement nombreux et ce n'est pas tout à fait des polyèdres réguliers, bien sûr, mais c'est quand même, ça commence à ressembler aussi un petit peu à des polyèdres réguliers, puisque tous les polyèdres sont faits avec des polygones réguliers, quand même, malgré tout. Et avec une régularité dans la façon dont ces polygones réguliers interviennent. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et si on regarde autour d'un sommet, comment s'arrangent les différents polygones, c'est tout le temps la même chose. Alors bon, on va en prendre un au hasard, par exemple celui-là. Autour d'un sommet, quel qu'il soit, il y a toujours un pentagone, un hexagone, un hexagone. Et on peut prendre n'importe quel sommet, on a un pentagone, un hexagone, et ainsi de suite. Donc on mélange des pentagones et des hexagones, ce sont des pentagones et des hexagones réguliers, et on les arrange de façon régulière autour d'un sommet, et finalement ça fait ce polyèdre, qui est donc pas régulier, on dit semi-régulier, pour bien montrer que ce n'est pas tout le temps le même polygone qui intervient, que les angles entre deux faces ne sont pas tout le temps les mêmes. Mais finalement, ça fait une certaine variété ici. Alors celui-là est relativement célèbre, puisque c'est un modèle, disons, d'une façon dont les atomes de carbone peuvent s'arranger. C'est ce qu'on appelle le C60, le Fullerene. En fait, chez les scientifiques eux-mêmes, ça s'appelle le footballène, parce que c'est évidemment la version polyédrale du ballon de foot. Donc ici, on a un certain nombre de polyèdres semi-réguliers qui sont toujours coincés par la relation F moins A plus S égale 2, qui est la relation qu'on appelle en général d'Euler, mais qui n'est pas due seulement à Euler, mais à tout un tas de mathématiciens qui l'ont trouvé entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, suivant les pays, quoi. Il y a encore beaucoup de choses à dire à propos des polyèdres semi-réguliers, des polyèdres étoilés. Il y a énormément de choses à dire, mais on va se focaliser un petit peu sur les bizarreries, disons, à propos des polyèdres. Alors, première bizarrerie, un collectionneur de polyèdres qui était en train d'essayer de reconstituer les polyèdres archimédiens, voulant faire celui-ci, qui est donc le même que celui-là, qui est codé 3, 4, 4, 4. Ça veut dire que j'ai un triangle suivi d'un carré, un carré, un carré, autour de chaque sommet. Donc c'est ce que j'ai ici, un triangle, un carré, un carré, un carré. Bon, voulant fabriquer ce polyèdre par petits morceaux, en collant les faces les unes avec les autres, il est tombé sur celui-là. En fait, ce qui est assez curieux, c'est que quand on a ces deux morceaux ici, si on les colle comme ça, on récupère le même polyèdre que celui-là, avec une espèce de ceinture de carré ici, une autre ici et une autre ici. Et si on fait simplement un petit tour, là, comme ça s'adapte aussi. Et maintenant, on a bien celle-là, mais on n'a plus la ceinture de carré ici. Donc, c'est disposé autrement. Et pourtant, autour de chaque sommet, on a aussi un triangle, un carré, un carré, un carré. C'est-à-dire que c'est un autre polyèdre qui est semi-régulier et qui vérifie ce codage, cette façon de disposer les faces autour d'un sommet. Donc c'était un petit peu une surprise parce qu'on croyait qu'on les connaissait tous en fait. Et puis finalement, simplement parce qu'il était en train de coller et qu'il a mal collé, au lieu de tomber sur celui-là, il est tombé sur celui-là.
Donc ça, c'est déjà une petite bizarrerie. Alors maintenant, il y a des choses qu'on peut, qu'on peut regarder d'un petit peu, avec une certaine attention, disons. C'est par exemple ici, je prends quelque chose qui a effectivement 12 arêtes, que je peux essayer de faire tenir comme un cube. Et en fait, c'est très très mal collé. Donc ça bouge dans tous les sens. Et la question serait de savoir comment faire pour le rendre rigide, c'est-à-dire comment faire pour faire en sorte que ce soit un cube. Il peut a priori prendre des tas de positions. Et bon, bah, est-ce qu'il faut rajouter des barres? Lesquelles? Est-ce que c'est des grandes barres ici ou simplement des barres sur les faces? En tout cas, c'est pas parce qu'on a utilisé des barres et qu'on les a mises les unes avec les autres qu'on va obtenir quelque chose de rigide. Et ça peut expliquer que certains échafaudages, par exemple, aient un petit peu du mal à tenir si on ne les a pas coincés comme il faut avec toutes les barres qu'il faut. Alors en fait, c'est un problème qui se rencontre assez fréquemment dans les polyèdres en particulier. C'est facile quand on a un polyèdre en version filiforme, simplement. Donc ici, j'ai une base rectangulaire sur laquelle j'ai mis une pyramide et puis une autre pyramide de l'autre côté. Et bon, c'est pas très très bien fait, donc ça bouge un tout petit peu, mais ça bouge un tout petit peu. Alors que si je les mets du même côté, là, bon, ça bouge un petit peu. Non, non, ça bouge vraiment. C'est-à-dire que ici, il y a la possibilité, alors on n'a pas les faces, hein, mais il y a la possibilité de faire bouger le polyèdre, alors que ici, c'est simplement parce qu'il est mal fait, quoi. Autrement, normalement, il est rigide. Donc simplement le fait de les avoir mis du même côté fait que le polyèdre devient flexible, le polyèdre filiforme devient flexible. Alors il a fallu attendre à peu près 1977 pour avoir une version avec des faces. Là, c'est carrément avec des faces métalliques et des charnières, de façon à être sûr que ce soit bien rigide, qu'il n'y ait pas de tricherie, disons. Simplement, pour bien montrer que ça bouge, on a fait un trou dans une face, de façon à ce qu'on voit bien que l'ensemble est en train de bouger. Et donc, à propos de ce polyèdre ici, on s'est posé la question de savoir, bon, ok, il bouge, mais son volume, comment est-ce qu'il évolue? Au fur et à mesure du mouvement ici, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur son volume? Est-ce qu'il bouge entre deux valeurs? Lesquelles? Comment ça se passe? Et on a attendu donc 1997 pour savoir que, en fait, eh ben non, le volume est tout le temps le même. Le volume ne change pas. Quand on bouge le polyèdre en question, son volume reste tout le temps le même. Et c'est une démonstration assez amusante, je trouve personnellement, pour obtenir ce résultat. C'est-à-dire que la façon dont ça a été fait, c'est un polyèdre avec ici un certain nombre d'arêtes. Les arêtes ont des longueurs. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on réussit à exprimer le volume d'un polyèdre à partir des longueurs des arêtes, et simplement des longueurs des arêtes. Et donc si on écrit ça vite fait, on va avoir une équation qui est une équation très compliquée, certainement, avec un degré très élevé, etc. Donc ça va être quelque chose de ce type-là. Une équation polynomiale, du x puissance n, du x puissance n moins 1, etc. Et puis ça continue comme ça. Il y a beaucoup de coefficients. Et le volume est solution de cette équation. Alors ce qui est amusant, c'est que dans les coefficients ici, n'interviennent que les longueurs des arêtes. Et donc le volume est solution d'une équation très compliquée, qu'on va avoir un mal de chien à résoudre, mais qui est parfaitement connue à partir du moment où on connaît les longueurs des arêtes du polyèdre en question. Alors pour celui-là, c'est vrai aussi, mais celui-là, quand le polyèdre est en train de bouger, ses arêtes ne changent pas. Les longueurs des arêtes ne changent pas. Donc les coefficients sont tout le temps les mêmes. Donc le volume, il est tout le temps solution d'une équation comme ça. Alors une équation comme ça, c'est quelque chose, bon ok, on va avoir un repère, mais c'est quelque chose qui est polynomial, donc c'est quelque chose qui va se représenter par des choses de ce genre-là, des oscillations comme ça, et puis une branche infinie d'un côté, de l'autre, ça dépend du degré et tout. Mais disons qu'on va avoir un certain nombre de valeurs possibles pour le volume, puis ça va continuer, il va y en avoir un certain nombre comme ça. Mais pendant qu'on est en train de bouger le polyèdre de façon continue, on ne peut pas sauter de façon continue de cette valeur-là à celle-là, ou de celle-là à celle-là, ou de celle-là à celle-là. Donc si on est sur une des valeurs, on est obligé d'y rester. On est coincé sur cette valeur, et on a beau bouger le polyèdre en question, eh ben, le volume reste tout le temps le même. Alors, ce qui est aussi amusant, c'est que ça s'appelle le théorème du soufflet. Un soufflet, normalement, c'est quelque chose qu'on déforme pour réussir à faire sortir de l'air. Et le théorème du soufflet dit qu'en fait, là, il ne sort pas d'air à aucun moment. On a beau le bouger dans tous les sens, le volume ne change pas, donc l'air ne peut pas ni entrer ni sortir
au cours de la manipulation, quoi. Donc c'est exactement le contraire d'un soufflet. Alors, dans les autres curiosités qu'on peut donner à propos des polyèdres, il y a ces objets-là qui permettent de voir un petit peu. Par exemple, ici, j'ai un empilement qui est fait avec uniquement des cubes. Donc on va imaginer qu'on a une structure microscopique, que c'est des molécules ou des atomes qui se mettent de façon à faire des empilements cubiques. Et donc on a quelque chose de microscopique qui croît au fur et à mesure, par des tas de raisons chimiques ou quoi, qui est en train de croître et qui croît comme un cube. Puis à un moment donné, on perturbe les choses, ça ne croît plus tout à fait de la même façon. Par exemple ici, sur une face, tout le bord ici manque à l'étage d'au-dessus. Donc on va avoir une espèce d'escalier qui démarre, et puis à l'étage d'au-dessus, il y a à nouveau le bord qui manque, puis à nouveau le bord qui manque, etc. Et donc on va avoir une espèce de pyramide comme ça qui va se construire. Mais si ça se fait comme ça sur toutes les faces, on va apparaître ici une structure qui est un losange, et qui est donc quelque chose qui va être au niveau macro, plus au niveau micro. Et c'est des choses qu'on retrouve sur ce genre d'objet, par exemple, qui n'a pas été fait par la main de l'homme, mais qui a été fait par la nature, c'est-à-dire qui a été trouvé dans la nature a priori, quoi. Donc c'est simplement le fait d'empiler des cubes. On est en train de fabriquer des polyèdres avec des faces qui sont losanges ici, ou bien si on change de rupture, disons, si au lieu de dire eh ben, c'est tout le bord qui manque, ben, ici il y a une épaisseur qui va manquer sur la face de dessus, et ici il y en a deux, ici un, deux. Puis à l'étage d'au-dessus, la même chose. On va en perdre une, puis deux, puis on va en perdre, etc. Donc si on regarde la forme obtenue, si on imagine que ça grossit énormément par rapport au micro, eh ben, on va avoir ici quelque chose qui est un pentagone, ici. Et suivant la façon dont les erreurs se sont faites sur les différents niveaux, eh ben, on va obtenir un pentagone régulier, ou quelque chose qui est très proche d'un pentagone régulier, ce qui explique que, aussi, dans la nature, on puisse trouver des cailloux de pyrite comme ça, qui ont des faces qui sont pentagonales, et qui font finalement un objet qui est un dodécaèdre. Donc on trouve comme ça des cubes, des dodécaèdres, différents objets de différentes formes, un octaèdre, qui peuvent tout bêtement être obtenus simplement par des croissances comme ça, qui ont été perturbées à un moment donné, et une organisation finalement des atomes ou des molécules qui ont été un peu perturbées, qui finalement finissent en donnant des cristaux ou des pierres de forme plus ou moins polyédrale, quoi.